Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la Volvo C40 Recharge, donc version 100% électrique. C'est la version coupée du XC40, donc avec cette SUV compacte, version coupée, 100% électrique, différentes motorisations disponibles avec 2 batteries, 2 roues motrices ou 4 roues motrices. C'est la nouvelle version qui cette fois-ci est maintenant en propulsion. Avant c'était des moteurs traction, là on passe avec des nouveaux moteurs de chez Volvo en propulsion sur cette version Extended Range, ça veut dire avec une batterie plus importante. Disponible en 2 batteries cette voiture, soit en 69 kWh, soit en 82 comme on l'a aujourd'hui. En 82, c'est annoncé pour une autonomie dans un environnement idéal, 581 km en mixte jusqu'à 782 en ville. Alors les 782, je vous avoue ne pas trop y croire. Alors je veux bien que c'est une belle autonomie, mais il pousse peut-être un petit peu. Hey, un petit truc, voilà, si vous aimez bien ce qui se passe sur cette chaîne, que vous m'aimez bien, vous pouvez mettre un petit pouce bleu comme ça et vous abonner, c'est très important pour moi. On est déjà plus de 100 000 sur cette chaîne, ça me permet de vous faire des essais en priorité, en exclusivité et de vous faire de très longs essais détaillés comme ça et on continue. Allez, c'est reparti. La version que je vous présente aujourd'hui, donc c'est cette Extended Autonomie avec cette grosse batterie en propulsion, donc 2 roues motrices, qui nous donne la meilleure autonomie puisque un seul moteur. Elle existe également en twin avec 2 moteurs. Cette version, simple moteur, propulsion, 252 chevaux, 420 Nm de couple, ce qui est largement suffisant pour le quotidien et même plus. On a un 0 à 100 en 7 secondes 3, ce qui est relativement convenable pour une voiture électrique. Une vitesse maximum à 180 km/h. Au niveau de la recharge, on pourra avoir de 10 à 80% en 27 minutes, ce qui nous permet de recharger quand même assez rapidement. N'oublions pas que plus la batterie est grosse, plus ça prend de temps effectivement. Les versions Twin, c'est des 4 roues motrices, double moteur pour Twin comme jumeaux. Et sur les versions Twin, on est à 408 chevaux, il me semble exactement, avec un 0 à 100 en 4 secondes 7. 4 secondes 7, ça commence à être assez bluffant quand même. 670 Nm de couple, c'est la version XC40 Recharge que j'avais essayé sur cette chaîne. Et regardez l'essai, vous pouvez voir que ça décoiffe un petit peu. Ce Volvo C40 commence à partir de 53 000 €. Il y aura donc les versions petite batterie et propulsion, grosse batterie propulsion ou 4 roues motrices, grosse batterie. On aura la version Start dans les finitions, ensuite la version Plus et ensuite la version Ultimate, je crois, exactement. 4,44 m de long pour ce joujou, 1,87 m de large, ça reste quand même une Volvo, hein, c'est bien posé, et 1,59 m de haut. Au niveau du poids, voiture électrique, elle pèse 2500 kg, et je vous avoue que le poids ne se fait pas du tout ressentir. C'est assez impressionnant. Je viens de rendre une Lotus Elettre qui faisait 918 chevaux, elle faisait 2700 kg, et j'ai l'impression que c'était beaucoup plus lourd que ça. Au niveau du remorquage, pour cette version, on peut remorquer jusqu'à 1500 kg avec l'attelage et jusqu'à 1800 pour les versions 4 roues motrices. Et les versions Twin, comme on rajoute un moteur, on rajoute en gros 100 à 150 kg sur la voiture. Au niveau du diamètre de braquage, 11,40 m pour cette voiture. Elle est disponible en 8 couleurs, des jantes en 19 ou en 20 pouces, et à l'intérieur, on aura le choix de 4 intérieurs différents. Là, on est dans une version sobre avec ce gris un petit peu pailleté. Alors, c'est un gris selon les reflets du soleil, peut paraître un petit peu mat ou plutôt brillant ou plutôt satiné. Je trouve ça assez intéressant. Sur l'avant, on reconnaît assez facilement les voitures électriques, c'est quand tout est fermé quasiment. Il y a quand même un petit peu d'air ici pour refroidir le système de batterie en cas de besoin, mais toutes ces calandres ici fermées avec le Volvo assez imposant. Et le Volvo intègre les capteurs d'aide à la conduite puisqu'on a la conduite de niveau 2, centrage de voie et régulateur adaptatif grâce à la caméra qui est là-haut, plus les capteurs intégrés directement ici. Et là, on peut voir, c'est plutôt joli. On aurait presque pu avoir la prise de charge au milieu, ça aurait pu être stylé. Version électrique en propulsion, ce qui nous amène à une très bonne chose, c'est qu'on a un frein à l'avant. Hop, je tire une fois ici. Alors, dommage, il y a très peu de marques qui le font. On peut tirer 2 fois et ça ouvre directement, parce qu'on est obligé toujours d'avoir une double sécurité sur les capots avant. C'est pour ça qu'il y a toujours ici le petit crochet. Sinon, il faut tirer 2 fois, puisque double sécurité, on tire une fois, ça déverrouille. Ensuite, deuxième fois, ça relâche complètement. Capot ici, très simple, il est plutôt léger. Et ensuite, on a ce grand coffre, comme on peut le voir, où il y a de quoi mettre un câble, 2 câbles, et on peut mettre encore pas mal de choses.
C'est plutôt spacieux ici, c'est une bonne chose. Il est en plus avec un joint, donc on n'aura pas de risque que de l'eau s'infiltre à l'intérieur. On pourra mettre d'autres choses que des câbles. Le liquide lave-glace de ce côté-là, et on peut voir que ensuite tout est caché. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir en dessous. Le capot, je referme un capot très long, tombant ici un petit peu, avec juste une seule ligne qui repart du phare ici, qui remonte au montant. Quelque chose de sobre, hein. Chez Volvo, ils aiment bien que ce soit classique. Cette partie donc que je vous disais, avec souligné en noir, les feux toujours avec le T, comme on reconnaît sur quasiment toutes les Volvo. On a bien sûr des feux 100% LED et on peut même avoir des feux matriciels que je n'ai pas aujourd'hui. Sur le bas, ça c'est fermé, c'est juste pour faire joli, c'est vraiment pour la déco. Sinon souvent on a des rideaux d'air, là on ne les a pas, donc je pense qu'ils ont quand même bien travaillé cet aéro, on voit que tout est fluide. Je pense qu'ils auraient peut-être même gagné encore un petit peu en faisant des rideaux d'air juste ici. Une lame en plastique, quelque chose d'assez simple, c'est pas la version la plus haut de gamme cette fois-ci, et j'aime bien cette simplicité. Sur le côté, on voit bien cette version coupée, en fait la ligne est hyper longue et elle vient vraiment jusqu'au bout. C'est joli, on a des sortes de petits spoilers posés sur l'arrière avec des sortes de petites oreilles comme ça se fait beaucoup maintenant sur les SUV coupés. Donc là on peut voir vitre arrière surteintée, pas de chrome, juste une partie noire ici, des joints en caoutchouc sur la partie haute, rétro en noir. On n'a pas de pack 360 en caméra aujourd'hui, c'est possible en option également. Au niveau des jantes, on a le choix entre du 19 comme aujourd'hui ou du 20 pouces. On est équipé aujourd'hui en pneus hiver, donc avec des Cross Climate qui vont vraiment nous permettre de rouler sur la neige et autres. Alors pas de neige aujourd'hui, on a de la chance, il fait beau, c'est assez rare en ce moment. On va pouvoir en profiter, on va voir, après ça reste du Michelin, donc Michelin ils sont quand même assez bons, même si c'est des pneus hiver, ils vont tenir plutôt bien la route. De ce côté-là donc, la trappe de recharge, comme je vous disais, un 10 à 80% en 27 minutes. Je n'ai pas réussi à trouver l'information de puissance de charge, malheureusement. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire, parce que je n'ai pas réussi à la trouver. Donc, moteur à l'arrière, on a des freins à disque avant et arrière, freinage régénératif, donc de l'arrière, cette fois-ci sur cette auto. Quelque chose de simple, les bas ici en plastique, tout comme les entourages d'Argerou en plastique également. Un petit coup de 3/4 arrière, j'aime bien toujours. Les 3/4 arrière, je trouve, 3/4 avant, 3/4 arrière, c'est toujours les plus belles faces des voitures, je trouve. Enfin, face endroit pour regarder. J'aime bien cette ligne. Ce bloc optique là est magnifique, donc on retrouve toujours chez Volvo cette grande signature qui remonte souvent jusqu'en haut. Donc là, le haut est ici, donc ils l'ont incliné. Je trouve que ça colle super bien. Ça fait un effet 3D, en plus avec ce spoiler ici où on peut passer les doigts à travers puisqu'il y a de l'air qui passe. Je trouve que ça met quelque chose d'assez dynamique. J'aimerais bien la version 408 chevaux, imaginez-vous qu'ils radicalisent ça un petit peu, qu'ils en fassent une version sportive, ça pourrait être hyper cool. Donc ce béquet ici, comme je vous disais, en fait là il est quasiment collé à la vitre et ensuite on a deux petites parties relevées, l'antenne type requin en plein centre qui est directement intégrée, qui est moulée sur toute cette partie, on peut dire du béquet, vitre très inclinée, pas d'essuie-glace à l'arrière. Troisième feu stop ici, on a le Volvo qui est noté à cet endroit-là. Le badge recharge de ce côté-là pour nous dire que c'est une voiture électrique et C40 de ce côté-là. Son cousin ou son frère, le XC40, est disponible lui et en hybride et en recharge. Celui-ci seulement disponible en électrique. Un petit peu plus bas, on redescend, on a un pare-choc ici tout en plastique, alors c'est pas forcément plus mal. En cas de choc, ça permet que ça coûte moins cher. Et des parties arrière ici avec les anti-brouillards beaucoup plus bas. On a une caméra de recul qui est cachée où? Elle est juste là. On peut avoir le pack de caméra 360, comme je vous disais. Allez, je vous mets en plein centre. À l'arrière, au niveau du volume de coffre, ouverture électrique. Cette partie plage arrière en rigide, alors qui est un petit peu remplie de moquettes en dessous, une sorte de tissu sur le dessus, un petit peu le même effet qu'un jean ou plus rêche. On a des parties ici, même pour amortir et venir se coller là, pour ne pas qu'il y ait de bruit et qu'elle soit vraiment calée, comme quand on pense vraiment et tout. Ça, c'est des petits trucs d'ingénieur, mais qui changent la vie, parce que des fois, des petites vibrations ou autres, ça peut faire vibrer cette plage arrière. Grâce à ça, non. On a un coffre de 404 litres à l'intérieur, banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers, avec une trappe à ski en plein milieu. Et surtout, on a un coffre juste en dessous, qui est quand même assez profond. On pourra mettre le triangle et autres. Juste ici, pareil, le triangle, c'est tout bête, mais regardez, il y a des petits scratchs qui permettent de faire en sorte que ça reste coincé au fond et que ça fasse pas de bruit. Deuxième chose chez Volvo, c'est assez intelligent, c'est on peut rabattre cette banquette, enfin pas cette banquette, cette
partie plate du coffre. Et regardez, il y a ça ici, c'est fait pour mettre des sacs. Lorsque vous faites vos courses, vous posez vos sacs au fond, donc des sacs assez profonds, qui permettent de les ranger, et vous attachez vos lanières ici, ce qui permet de faire en sorte que ça ne se renverse pas. C'est plein de petites choses comme ça. C'est un petit peu comme chez Skoda ce qu'ils font. Et bien chez Volvo, ils ont plein de petites idées ingénues comme ça. Hop, hop, et on remet à plat. Le coffre, vous le connaissez, donc 404 litres. Autant vous dire que c'est très spacieux, il me reste encore pas mal d'espace. On pourra aller faire les courses et me mettre dedans. Comme ça, je pourrais manger directement tout ce qu'il y aurait dedans. Ça fait longtemps que j'ai pas fait mes courses d'ailleurs. Ah, faudrait que j'y aille, je manque de yaourt à la maison. Hop. Allez, un petit coup de grand angle et on va visiter l'intérieur. Allez, allons voir l'intérieur de cette version coupée. Alors déjà, j'ouvre. Moi, ça me fait excessivement plaisir, énormément. J'adore. C'est cette moquette bleue, tapis de sol bleu, moquette bleue, et à l'intérieur des portes en bleu. Je trouve ça juste magnifique. Je suis trop content parce que j'adore. Ça change et j'avais jamais vu ça. Et je savais pas que chez Volvo, vous pouvez faire ça, ou même en orange, on m'a dit. Je suis... Waouh! Alors, au niveau de la portière, on a du moussé sur le haut. Là, des parties plastiques assez travaillées, la poignée, les haut-parleurs sur le bas. Cette partie ici en imitation cuir au niveau de la coudoir qui fait tout le haut de la porte qui revient sur le côté. La fenêtre, le bac de porte avec cette mousse ici en bleu que j'adore. Alors jusqu'au fond du bac de porte, je trouve ça magnifique. Alors moi je fais 1m80, regardez l'espace que j'ai, il me reste encore 12 cm à peu près devant les genoux au niveau de la tête. Donc même si je me mets bien droit, il me reste encore un tout petit peu d'espace. Je suis franchement super bien installé ici. Les fenêtres, alors on a cette partie ici qui est énorme, qui redescend pas mal. Quand on est grand, on a le champ de vision à peu près à cette hauteur-là. Si je me baisse un poil, je vois quand même ce qui se passe à l'extérieur. Les fenêtres sont assez grandes, on ne se sent pas du tout étriqué. Et plus on a ce grand toit ici vitré qui reste un vrai plus. Au niveau de la tête, comme je dis, ça me va. Ici, on a l'éclairage, de quoi poser ces petits cintres à l'intérieur. Franchement, c'est bien. On a des parties plastiques ici avec les filets, une climatisation avec juste de quoi activer ou désactiver et moduler sur les côtés. J'ai énormément de place en dessous, ici au niveau des pieds. Les sièges sont montés beaucoup plus haut, en plus ils sont sur des rails qui sont sur eux des supports encore un petit peu plus haut. Ici, prise USB-C avec deux prises USB-C avec le petit ressort de rappel. Par contre là on a un énorme tunnel central ici pour lorsqu'on sera sur la 5e place qui sera peut-être un petit peu gênant. Par contre on est vraiment bien. On a un accoudoir, double porte-gobelet ici et la trappe à ski. On soulève la petite moquette et on peut avoir la trappe à ski en relevant cette partie ici de l'appui-tête. La place du milieu, donc on peut voir qu'elle est un petit peu différente. Les sièges sur les côtés, fixation, top taser, isofix pour les sièges bébés, tout comme le siège ici à l'avant, on peut voir la fixation juste là. Les ceintures, donc c'est monté directement en ferme ici, on ne peut pas les bouger. Et on va voir ce que ça donne cette place. Donc il faut bien enjamber. Hop là. Alors je suis assez surpris par le confort d'assise par contre. L'assise est bien, par contre le dossier est hyper ferme. Après, au niveau de la tête, il me reste encore un petit peu d'espace. Il faut vraiment que je me mette droit pour venir toucher. Par contre, ici, j'ai une très belle visibilité sur l'avant et sur ce magnifique ciel aujourd'hui. Moi, mon 44, il passe tout juste ici, pile poil derrière les rails. Donc, en vrai, en étant comme ça, je ne suis pas si mal que ça. Juste le dossier qui est un petit peu ferme. Et les ceintures ne me gênent pas du tout. Sauf... Ouais, si je me mets vraiment les fesses collées au fond, par contre fesses collées au fond comme ça, là oui effectivement, j'ai l'arrière de la tête qui vient toucher. Bon allez, allons voir l'avant. Allez, je vous emmène découvrir, mais j'avoue que ça c'est un petit coin que j'aime beaucoup. Intérieur. Hop, j'ouvre. Donc on a le keyless également, j'ai la clé dans la poche. La porte avant ressemble à la porte arrière, et regardez ce beau bleu. Enfin perso, je trouve ça magnifique. Partie toute moussée ici, donc regardez en fait, c'est quand on appuie, il y a une sorte de mousse et c'est une sorte de tissu imitation cuir. Sur le dessus, on a cette partie plastique et de nuit, cette partie-là, regardez, enfin on a l'impression que c'est noir et en fait ça va s'éclairer puisque c'est fait avec différentes épaisseurs de plastique qui va nous donner une transparence. La poignée ici, un haut-parleur ici, on n'en a pas sur le bas, ce qui est assez rare. Et par contre, on a un énorme bac ici de rangement. On pourra mettre, je pense, si une bouteille d'1,5 litre passe sans problème. De ce côté-là, on aura
commande de fenêtre, commande de rétroviseur, on pourra verrouiller et rabattre les rétroviseurs, et verrouillage du véhicule, plus des grands bacs qui sont très plaisants. Petit badge recharge noté ici. Siège manuel, par contre ces sièges manuels sont top, on peut régler la hauteur, l'avance, on peut régler les bourrelets dans le dos, l'inclinaison, mais également on peut régler cette partie pour relever juste l'avant, et ça je trouve que c'est un gros plus, et en plus on peut régler l'avance de ça. Alors bravo Volvo, parce que là c'est un siège vraiment confort manuel où on a beaucoup d'options qu'on retrouve pas sur d'autres. Double pédale, puisque eh bien c'est un véhicule électrique, un rond de pédale très simple, un gros repose-pied sur le côté. On peut voir la moquette bleue, je trouve ça magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez du bleu. Là ici, le siège ressemble à ça avec ce magnifique toit. Voilà, les bourrelets, une sorte d'alcantara au milieu. Et je crois que c'est pas du vrai cuir hein, sur le côté, avec les belles surpiqûres ici en blanc. Les appuis-têtes sont de la même texture et ce grand toit ici, donc il y a déjà un filtre UV dessus pour ne pas qu'on ait trop chaud. J'avoue que c'est quand même plaisant. Allez. Je viens m'installer à l'intérieur pour vous faire découvrir tout ça. Pour reculer le siège, c'est à droite ici. Hop. Là, il y a la radio qui s'est remise parce qu'elle a détecté que je m'étais assis sur le siège. Et donc, on n'a plus de bouton démarrer. C'est à partir du moment où je monte dans la voiture, pied sur le frein, drive, et là, la voiture se démarre. C'est tout, sinon elle n'est pas démarrée. Je peux quand même me remettre en parking si je souhaite. Là, touche OK. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors moi j'aime bien Volvo parce que c'est quelque chose d'assez simple, même si j'aime bien tout ce qui est bling bling et autres, mais on garde toujours la même chose, les volants sont toujours les mêmes, toujours ça et ça sur quasiment tous les modèles, et pourquoi pas. Aérateur vertical de ce côté-là, ici aussi et là-bas, donc on peut voir partout la même chose. Le logo Volvo au centre, de ce côté-là ça va être les aides à la conduite, donc on va pouvoir aller plus vite, moins vite, changer régulateur, limiteur ou conduite autonome. Et de ce côté-là, alors ça c'est pour plus de distance ou moins de distance avec le véhicule qui me précède. Et de ce côté-là, commande vocale. Changer les menus, alors les menus c'est quelque chose de très simple. On a soit ça, soit ça. C'est allumé ou éteint. Et lorsque je suis, peu importe le menu, que j'appuie sur la touche rond ici, je vais avoir mes consommations ici qui s'affichent. Ensuite, on va pouvoir naviguer dans les menus grâce au ça et grâce aussi au système multimédia, changer de musique et monter le volume. Je peux monter le volume de cette façon ou de cette façon. Et ce que j'aime bien, c'est que cette roulette est très pratique et on a la touche play pause en plein milieu. Alors ça, c'est toujours en plus, et enfin même ce feeling, c'est assez rapide. Au niveau de la sono, on a la sono de base, pas de Harman Kardon aujourd'hui ou pas de je me rappelle Bauer & Wilkins sur les modèles haut de gamme. Le son est quand même plutôt correct dans cette voiture de base. Derrière, on a ici les commandes d'essuie-glace. De ce côté-là, le commande pour les phares et l'écran. Donc l'écran avec la température là-haut, dans quel drive mode on est. Là on a un parking, reculé, neutre ou drive. Si on accélère, ça monte ici la jauge. Si on rétrograde ou qu'on recharge, hop, ça descend ici. Là avec 69% de batterie, il me reste 260 km d'autonomie. Là on peut voir une déconsommation, on peut voir la carte GPS avec Google Maps et la vitesse qu'on aura juste ici. Ensuite, c'est animé avec Google un petit peu cet écran. Donc, je peux revenir à la touche Home toujours. Donc ça, c'est ce qu'il y a depuis des années chez Volvo. Donc toujours la base. J'ai Maps en haut. Donc Google Maps qui s'affiche de cette façon. Et on peut retrouver donc ses favoris ou ses destinations récentes. Et également, on va voir la version connectée. Donc je vais même pouvoir avoir les bornes de recharge si je souhaite. Donc j'appuie sur le petit truc recharge là-haut et ça va me trouver les bornes de recharge aux alentours si j'ai besoin de me recharger. Donc on peut le voir avec les super rapides. C'est quand même plutôt pas mal. Et d'ailleurs, même ça me donne mon autonomie. Si par exemple j'ai besoin de retourner chez Volvo qui est à 54 km, il me restera 53% en arrivant alors que là j'ai 69. Donc c'est bien d'avoir également ça directement. Alors, et d'ailleurs, j'aimerais bien voir si, par exemple, je lui dis Marseille, est-ce qu'il va me planifier les arrêts? Il me semble que oui, normalement. Avec Google, ça sait le faire. Alors ici, on a un endroit où il y a très peu de réseau, plusieurs recharges nécessaires, péage. Voilà, bah c'est bon, il me dit tout en fait. S'il va me donner exactement, il me donne les stations de recharge. Parfait. Nickel, donc on a le planificateur qui est directement intégré. Ensuite, on peut retourner Home comme ça. On peut connecter son téléphone en CarPlay, même si c'est Android, ils sont pas contre les Apple. On a le statut de la voiture, la radio ici. On peut toujours faire défiler normalement
me semblait que ça touche par le haut. Voilà, exactement. Alors, il faut bien attraper là-haut. Reviens. Allez, s'il te plaît. Ok. Donc bon, il n'y a pas grand-chose ici. On peut personnaliser ses profils. Et ensuite, on peut aller dans les menus directement ici avec des raccourcis. On a même YouTube et autres. Le Play Store, on peut télécharger des applications. On peut avoir le téléphone. Moi, je le connecte toujours en USB ici parce que je préfère. On peut avoir accès aux caméras directement, seulement caméra arrière aujourd'hui comme je vous disais. Ici, siège chauffant, volant chauffant, la température, les sièges chauffants pour le passager et ici, donc le petit engrenage qui va nous donner accès à tous les systèmes pour la voiture. On peut avoir la conduite, la recharge de la batterie, le son, la connectivité, les commandes, les profils, la confidentialité, donc ça c'est pour les applications et autres, le système Google et l'heure et la langue. La conduite ici, c'est ce qui va nous intéresser le plus. On va avoir deux modes de conduite seulement, pas de mode sport, éco ou autre. On a soit standard, soit off-road. Ensuite, les aides à la conduite, donc pilote assist ou juste limiteur. Pilote assist par défaut, moi c'est ce que j'ai réglé, parce que je trouve que c'est plus intéressant dès que j'appuie que j'ai ça. On peut désactiver, laisser désactiver l'alerte de distraction et le système de maintien dans les lignes. Le One Pedal Drive, ça va être la chose la plus importante de cette voiture. On a soit le mode auto, soit... Oups, j'ai appuyé en plein milieu. Hop, soit le mode auto, soit le mode marche. Marche, ça veut dire activer, soit désactiver. Et là, on va voir pendant l'essai et la sensation de la direction, ferme ou pas ferme. Et voilà, en gros, je ne veux pas vous faire tous les menus. Si ça vous intéresse que je vous fasse les menus comme je vous le fais sur certaines voitures, vous me le dites en commentaire et puis je pourrais reprendre une voiture pour vous faire les menus entièrement de chez Volvo. Ensuite, on retourne un petit peu plus bas. La commande ici pour le volume, changer de musique également ici. Des embuages arrière, avant, les warnings, avec un warning très discret. La prise 12 volts, deux ports USB-C également ici, un pour connecter le téléphone, un pour recharger, un chargeur par induction également en dessous, et un grand espace. Donc là, le sélecteur de vitesse qu'on peut avoir en cristal sur certains modèles haut de gamme. Pied sur le frein, je passe en avant, je recule, marche arrière qui m'active les caméras de recul, neutre, je tire une fois vers moi, pour au cas où on a besoin de pousser la voiture, et parking, je rappuie dessus. Double porte-gobelet ici, un espace de rangement avec une trappe comme ça qui est assez marrante. Un accoudoir ici qui malheureusement n'avance pas, il est fixe. Et en dessous, on a un petit peu d'espace. Voilà à quoi ça ressemble. Cette partie également qui va jouer la nuit. On verra tout à l'heure, vous allez voir dans le tunnel. C'est des plastiques avec différentes épaisseurs. Et pareil, ça s'allume. À l'intérieur, petite boîte à gants. Juste ici, on a tout le haut ici qui est en partie moussé. Donc, même au toucher, c'est très agréable. Miroir ici sans borne, l'éclairage ici en hauteur en LED, la touche SOS bien entendu et une petite touche on dirait chat pour chatter avec Volvo. Miroir avec l'éclairage également et le petit porte-carte. Tout le monde a sa petite poignée, un micro également ici et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route, un petit peu voir les consommations et l'autonomie. Allez, c'est parti dans ce Volvo C40, recharge 252 chevaux, grosse batterie, propulsion, donc batterie à 100%. Alors, il n'y a pas de bouton start ou autre, c'est j'appuie sur le frein, drive, et ça y est, la voiture se démarre. J'ai toujours l'affichage Google au centre de l'écran avec Maps. Là, je me suis mis l'Apple CarPlay parce que j'aime bien avoir Waze. Toujours la simplicité. Et let's go, donc ça m'affiche 380 km d'autonomie actuellement avec 100% de batterie. Il fait combien de température aujourd'hui? 14 degrés à l'extérieur, on a un petit peu de soleil, donc c'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti, on part avec cette voiture. One Pedal est activé, donc ça peut être un plus, surtout pour la ville. Et on va voir ce que ça donne. Une voiture de chez Volvo qui est plutôt agréable, verrouillage des portes dès qu'on se met à rouler. Et ce côté 100% électrique, j'avoue beaucoup aimé. Je relâche, là il y a un gros dodan. Le One Pedal est quand même un vrai freinage. Hop. Allez, c'est parti, let's go. Donc version 2 roues motrices, un seul moteur, 252 chevaux. Normalement, c'est plus que suffisant pour tous les jours. Chaque fois qu'on ralentit, ça recharge. Le One Pedal est agréable lorsqu'on est en ville surtout,
Après, on peut le désactiver, ça laisse un petit peu plus de roue libre. Voiture très silencieuse. J'adore l'électrique. En fait, plus ça va, plus pour le quotidien, je trouve que l'électrique, c'est quand même l'idéal. Je viens de rendre une voiture qui faisait 918 chevaux en électrique également. Et je ne suis pas déstabilisé parce que là, même seulement avec 252, on a quand même du coup de l'instantanéité. Et l'électrique, c'est ça le vrai avantage de l'électrique. C'est ce côté instantané, ce côté confort, ce côté j'ai toujours de la puissance si j'en ai besoin. Ce qui, lorsqu'on avait des boîtes manuelles, était totalement différent. Maintenant, en plus, on a toutes les aides à la conduite et autres. J'aime beaucoup le bruit du clignotant. C'est classe. En fait, c'est un petit bruit classe. C'est travaillé. J'aime bien. Il y a des marques qui font des fois trop de bruit et autres. Là, il est plaisant. Hop. Allez, 90 ici. Ça relance super bien. Je suis déjà à 80. Il y avait du monde devant. C'est vraiment le gros avantage de l'électrique. Et chez Volvo, ils ont même la version à 408 chevaux que j'avais essayé, le XC40 Recharge. J'avais trouvé ça incroyable. C'était waouh. Et c'était pas ce qu'on s'attendait de Volvo en fait, puisque si puissant et autres, même s'ils savent faire des modèles un petit peu plus sportifs, et même les hybrides rechargeables, maintenant ils ont énormément de puissance. Et quand on voit ces voitures, on se dit ah, ça a l'air très sympa, très élégant, etc. Et on s'attend pas à ce que ça puisse être brutal, et ça l'était. Là, ce n'est pas brutal, c'est une très bonne voiture pour tous les jours. Et c'est agréable. L'insonorisation, alors on entend un petit peu ce qui se passe, on est dans un tunnel. Mais ça reste quand même une voiture qui se veut un minimum premium. Hein. La direction n'est pas trop légère, c'est vraiment, je pense, le bon compromis de direction assistée. On a un certain ressenti quand même, on sent où on va mettre l'avant. C'est très plaisant. De nuit, alors on a un petit éclairage d'ambiance ici à l'intérieur par transparence, tout comme dans les portes. Je trouve ça assez original. C'est simple, mais il fallait y penser par transparence comme ça. C'est totalement différent de ce que font les autres. Quand on ressort, c'est vraiment assez silencieux, on entend juste un petit peu les bruits de roulement. Je peux bien sûr me mettre toutes mes aides à la conduite ici. Hop, 70. La voiture se débrouille toute seule. Donc là, j'ai activé le centrage de voie, conduite de niveau 2. C'est elle qui me conduit. Allez, je vous reprends en dehors du tunnel. Alors, on vient d'arriver sur le périphérique parisien. Je me suis mis mes aides à la conduite, centrage de voie, régulateur adaptatif, conduite de niveau 2. Le e-pédale, je l'ai changé plutôt que juste de l'avoir activé. Je l'ai mis en fonction automatique, qui est bien mieux, je trouve, qui permet d'avoir du roue libre quand il n'y a personne devant. Ça ralentit lorsqu'une voiture est devant. Ça s'adapte, ça va jusqu'à l'arrêt complet. Volvo, ils sont vraiment très bons là-dessus. Et franchement, bravo à eux, puisque je trouve que pour le quotidien, c'est vraiment un très gros plus. Les aides à conduite fonctionnent vraiment bien également, comme on peut le voir. Ça prend bien les virages, elle reste bien centrée. Il faut bien sûr laisser les mains sur le volant, c'est obligatoire. C'est très agréable. La première fois que j'avais essayé ça d'ailleurs, c'était sur un Volvo XC90, une des premières voitures de ma chaîne. Ça marchait très bien. Bon, bouchon de la région parisienne, comme d'habitude. Alors le bruit, ça c'est parce que je tenais pas le volant, le temps de rallumer les caméras et autres. Mais la voiture me conduit toujours toute seule. La conduite de niveau 2, dans les bouchons, c'est un vrai plus. Il y a le stop and go, elle va jusqu'à l'arrêt, elle repart. Donc ça, au quotidien, vrai plus. Je suis sur le périph', c'est franchement bien insonorisé ici. Et pourtant, on n'a pas de double vitrage. Donc je pense que le vitrage fait quand même bien son boulot, malgré le fait en plus qu'on ait un toit vitré. Ça reste plutôt calme dans l'habitacle. Ça, c'est une bonne chose. Petite chose que je pourrais lui reprocher. Là, par exemple, je suis sur le périph', voie de gauche. Moi, je suis motard, donc on fait de l'interfile. Seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle sert un petit peu trop à droite sur la file. Elle essaye en fait d'être sur la droite plutôt que sur la gauche. Elle suit un petit peu ce qui se passe devant. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que justement pour les motos, j'aurais préféré. Je sais qu'il y a certaines marques qui travaillent grâce à la localisation. Ils savent que par exemple vous êtes sur le périphérique parisien et ils vont se décaler un petit peu plus à gauche. C'est toujours un petit peu mieux. Et surtout ça m'évite de devoir corriger tout le temps. Mais sinon, après ça fonctionne très bien. Regardez, là je touche à rien, mais elle essaye tout de suite de se remettre au centre ou un petit peu sur la droite. Et par contre, elle va bien jusqu'à l'arrêt. Est-ce qu'elle va repartir toute seule là? Il y a eu un délai d'attente un peu trop long, donc je remets juste une petite lichette sur la pédale d'accélérateur. Mais comme vous pouvez le voir, là, elle revient tout de suite sur la droite.
et elle ne veut pas rester bien à gauche. Même si lui, par exemple, en face, il s'est remis un petit peu sur le côté gauche, elle ne va pas forcément le suivre parfaitement. Petite amélioration à avoir. Mais sinon, le côté confort électrique. Puis là, je suis dans les bouchons depuis tout à l'heure. Ça m'indique toujours 400 km d'autonomie. Et pour le moment, j'ai une moyenne à 14 kWh au 100 km, ce qui est quand même très très bien. Petit point conso, je viens d'arriver tout juste à 90% de batterie. Là, je roule à 110 depuis pas mal de kilomètres. J'ai une moyenne à 17,4 kWh au 100 km, en ayant fait pas mal d'autoroutes là depuis tout à l'heure. Donc là, je suis parti de Nanterre dans le 92, je vais à Fontainebleau 77. Donc là, pour le moment, donc en gros 51 km pour 10%, ce qui voudrait dire que on est vraiment parti à 100% plus, hein, voiture chargée à bloc. Ce qui voudrait dire que dans ces conditions, on pourrait faire quasiment sur ce genre de mixte 510 km avec 100% de batterie, ce qui est plutôt pas mal. Donc je continue, on va aller se faire un petit peu de route dynamique. Là, on va passer sur un petit bout à 130. Donc, pour le moment, là, je suis à 110 km/h. Et franchement, c'est une voiture très agréable à rouler. On est bien dedans. Le bruit est super bien contenu. Je roule avec mes aides à la conduite depuis tout à l'heure. Et on va aller se mettre à 130. Donc là, on arrive sur une partie 130 km/h. Ça relance gentiment puisque je l'ai juste demandé par le régulateur adaptatif. Même en virage, hein, ça tient plutôt bien. Alors il y a beaucoup de soleil en contre-jour aujourd'hui, donc des fois elle est un petit peu hésitante. Mais ça fonctionne relativement bien tout de même. On se remet à droite. À 130 km/h. On a un petit peu de bruit du vent qui vient des rétroviseurs. Au niveau du toit, c'est hyper bien insonorisé. Au niveau du pare-brise, on entend légèrement, mais franchement, ça va. Ça fait du bien du soleil comme ça au mois de janvier. Il fait doux aujourd'hui, 10 degrés, impeccable. À 130, c'est agréable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une voiture électrique, quand vous roulez à 130 km/h, ça va consommer beaucoup plus d'énergie que si vous roulez à 110 déjà, par exemple. Et si vous roulez à 90, ben, on va vraiment doubler. Alors, on peut limite se dire, hein, alors peut-être pas 90, mais entre 70 et 130, vous doublez l'autonomie clairement de votre voiture électrique. Alors, en diesel, c'est l'inverse. Si on roule à 130 à régime constant et autres, ça consomme quasiment rien. Même si on roule à 70, alors ça consomme encore moins. Mais avec l'électrique, c'est encore plus vrai parce que la résistance du vent fait que ça consomme vraiment beaucoup plus. En tout cas, à 130, ouais, ça reste assez intéressant. C'est bien insonorisé, c'est agréable. Puis je vais me remettre à 110 tranquillement, continuer comme ça jusqu'aux petites routes. Parce que le but, c'est pas forcément de faire la plus grosse consommation possible. Et on adopte une autre façon de conduire, je trouve, en électrique. Même à 120, par exemple, là à 120, on a quand même moins de bruit en suivant quelqu'un. Pourquoi pas? 10 km/h, ça fait pas une grosse différence. Je me rappelle, il y a un calcul à faire, c'est par exemple rouler à 150 au lieu de 130 sur autoroute, ça fait consommer vraiment beaucoup plus. Par contre, sur 100 km, ça fait gagner que 7 minutes. Donc si on n'est pas pressé dans la vie, on anticipe un peu, bah pourquoi pas rouler un petit peu plus lentement. Et je trouve ça pas déconnant. Bon, ma petite route ici, très dégradée, que je prends à chaque fois. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse que je reprenne un peu les mêmes routes. Très gros nid de poule, super bien filtré. Que je reprenne les mêmes routes, comme ça vous fait une idée, un petit comparatif et une sorte de route étalon. Alors, on sent quand même que la voiture bouge un petit peu avec les défauts. Ah, c'est pas ce qu'il y a de plus mou, ça filtre bien, ça reste très agréable. Donc là je suis à 80. Ça a l'air pas mal dynamique et ça reste super bien à plat. Alors, oula, ah non, alors pas du tout. Donc quand on tourne juste comme ça reste bien à plat. Par contre, si on fait ça, oh la vache, ça a l'air ultra flagada. Très bizarre, parce que quand on y va comme ça, on n'a pas l'impression du tout qu'elle s'écrase. Par contre, quand on joue de gauche à droite, la voiture elle bouge vraiment dans tous les sens. Alors, c'est pas une voiture qui est faite forcément pour rouler vite ou être hyper dynamique. Là, on va se prendre le gros trou d'habitude. On va voir ce que ça donne ici. Hop. Ouais, par contre, sur les grosses anomalies et autres, on sent que on a un ressort qui est plutôt mou et que la voiture,
elle joue quand même un petit peu. Alors, on a un réglage entre la détente et la compression qui fait que c'est plutôt, ça amortit un petit peu et ça joue un poil. Mais non, c'est pas inconfortable. On a l'impression d'avoir une fermeté, mais pas tant que ça en réalité. Mais là, sur les gros défauts, là, comme sur lequel je viens de passer encore une fois, ça reste assez conforme. Sur des petits pavés, c'est pareil, c'est pas déconnant. La dodane, je vais faire exprès de bien passer dessus. Bon, ça amortit plutôt bien. Ça reste franchement agréable. Une bonne auto. Allez, comme d'habitude, ma petite route ici où il n'y a absolument personne. On se met en plein milieu. On se met à l'arrêt. On se met le hold. On n'a pas de mode sport. On a juste un mode conduite standard ou off-road qui change un petit peu l'ESP pour pouvoir rouler un petit peu dans la terre. Et c'est parti. Alors, ça pousse bien. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est plutôt rapide, 252 chevaux, on a beaucoup de couple, plus de 400 Nm. Allez, on se fait un 100 à 0, attention. Oh. Ouf. Ah, ça freine bien. Par contre, très efficace niveau freinage. Ça remet les idées en place. Non, c'est top, elle plonge pas trop au freinage, elle reste même super bien à plat. Un petit peu, ouh, là, là elle m'a serré la ceinture à fond, parce qu'elle a eu peur. Le très fameux test rond-point, voir ce que ça donne. N'oublions pas, là on est cette fois-ci avec une version à propulsion et on est en pneus hiver, les Cross Climate de chez Michelin, qui ont l'air d'être quand même plutôt bons. Alors, oh, ça tient bien la route. Alors je suis un petit peu emmené dans mon siège, c'est pas ce qui maintient le mieux. Ça a l'air de glissouiller un petit peu. Oh, l'ESP fait tellement bien son job, je suis pied planché là. Ça s'ouvre un poil, mais l'ESP fait hyper bien son job. J'ai mis pied dedans et en fait il contrôlait, il s'ouvrait un petit peu, légèrement, mais il me gardait en vie. Hyper sécure comme voiture. Ça marche franchement bien. J'aime bien. Et safe, ça s'ouvre un poil et c'est tout. Alors, il ne nous reste plus qu'à réaliser le petit test dynamique. Comme tu sais, pas de mode sport. La direction, on peut juste mettre direction ferme ou pas ferme. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors, ça relance très bien. Et ça tient bien la route, hein. Surtout avec des pneus hiver. Le SP est super bien. Alors, ça s'ouvre un poil si vous arrivez vraiment fort. Mais je suis bluffé sur les freins. Si vous arrivez sur les freins et que vous chargez l'avant, nickel, on a une direction plutôt précise. Ça accélère très fort. Ça enroule bien. Et je suis assez bluffé. Hein. Le SP, on peut même braquer, mettre full gaz. La voiture fait tout pour vous garder en vie et de bien rester sur la route. Je suis agréablement surpris. Et là... ça enroule un petit peu quand on l'emmène vraiment dans ses derniers retranchements, en l'emmenant un peu sur les freins avec un transfert de masse. Mais c'est hyper bien équilibré, c'est hyper safe. Franchement, très bonne auto. J'aime beaucoup. C'est très agréable. Et on peut se le faire également en bon père de famille. Les enfants, vous restez sages derrière. Maman, hein, attention à toi. On se le fait à vitesse beaucoup plus modérée. Donc on pourrait se le faire en one pédale aussi, ça peut être intéressant. Là je le fais avec la pédale auto, donc qui me laisse du roue libre, comme elle détecte pas de voiture devant. La suspension est agréable. N'oublions pas qu'ici c'est une route très bosselée où les voitures sautillent la plupart du temps quand c'est un petit peu ferme. Et là elle faisait super bien son job, ça amortissait bien, ça collait la route. Donc non, suspension confortable. Elle prenait un petit peu de roulis. Mais je lui en veux pas, c'est pas une voiture qui est faite pour être sportive. Mais il y a moyen de rouler de façon assez dynamique et prendre un petit peu de plaisir même. Il aurait peut-être fallu que les sièges remontent un poil plus ici en conduite sportive. Mais comme on dit, qui va faire ça en vrai, à part moi, pour tester cette voiture? Ou vous, si un jour vous voulez juste rigoler un peu. Mais au final, on va plus rouler de cette façon. Même là, j'ai l'impression limite d'aller vite. Mais en vrai, hyper agréable.
a une suspension qui pourrait peut-être être un poil plus conforme pour coller avec cette voiture, parce qu'on a l'impression quand on fait ça qu'elle va être hyper confort, mais on sent qu'on a un châssis qui est quand même ferme. Ça également, ça joue avec le fait que ce soit des voitures électriques, parce qu'on a tout le pack de batterie qui rigidifie bien tout l'ensemble du châssis en dessous. Et peut-être qu'une suspension un poil, qui filtre un poil mieux et qui donne une sensation un tout petit peu plus confortable, ça pourrait être top. Après, on n'a pas de suspension pilotée ou autre, hein. N'oublions pas que c'est juste des ressorts et des suspensions de base, mais c'est quand même un très très bon compromis. Bon, là je pense que j'ai un petit peu augmenté ma consommation sur 81,8 km, j'en suis à 19 de moyenne en ayant fait ça, les 0 à 100, plus rouler un petit peu d'autoroute. Et ce que je vais faire, c'est me faire tout le retour jusqu'à chez moi à 90, sans dépasser 90, pour pouvoir rééquilibrer un petit peu et faire en sorte que ça nous fasse un mixte, comme si on était rentré que sur des petites routes de campagne comme ça. Un des trucs que j'adore avec cette voiture, c'est le e-pédale automatique. Donc là par exemple, j'accélère, j'ai pas mis mes aides à conduite, j'ai juste mis ce e-pédale automatique. Donc regardez, là hop, j'accélère, je relâche tout, on est en montée. Donc on se dit, déjà il va aller s'arrêter, hop, la voiture devant s'arrête, on sent que là il y a un truc, et ensuite il me met le auto hold automatiquement pour pas que la voiture reparte en arrière puisqu'on est en montée. C'est franchement vraiment top de chez top ça. C'est le gros plus de cette voiture, toutes les marques ne le font pas, et ça c'est vraiment un avantage non négligeable pour le quotidien. Et même, enfin, vous accélérez, vous relâchez, et la voiture va aller s'arrêter toute seule à chaque fois, elle va s'adapter, elle va ralentir doucement, si elle doit anticiper, elle anticipe. Pareil, il ne faut pas appuyer comme un fou, mais ça c'est une des meilleures options qui existent, je trouve. Et puis on est bientôt arrivé chez moi là, à un petit kilomètre. 120,6 km réalisés depuis le début et une moyenne à 18,2 kWh au 100, ce qui est plutôt pas mal, surtout en ayant fait ce mixte. C'est bien hein, pour une voiture qui a une grosse batterie comme ça. Ça reste quand même un SUV. On est en pneu hiver, donc ça consomme un petit peu plus. Bonne voiture, franchement c'est très agréable. Et là donc j'ai fait 120 km et ça m'indique encore 300 km restants. Donc les 400, je pense qu'on les respecte assez facilement sur une utilisation mixte. Sur autoroute, on sera en dessous. Mais non, c'est vraiment pas déconnant. Le point assez négatif de cette voiture, c'est ça. C'est on voit quasiment rien dans la vitre arrière. Et lorsqu'on est même sur autoroute, ça permet pas de voir assez loin, sauf si on est petit, puisqu'on va se baisser un poil. Mais moi qui suis assez grand, voilà ce que je vois. Bon alors, ce Volvo C40 Recharge, il s'adresse à qui? À quelqu'un qui veut un SUV assez discret, avec un look quand même cool, une version coupée qui amène ce côté vraiment plus, c'est dans l'air du temps, tout le monde a des petits SUV coupés, il y a quand même de la place, le coffre est correct, à l'arrière on a de la place pour 4 adultes, on a quelque chose qui se conduit bien, avec une bonne autonomie, une grosse batterie, clairement on a tout ce dont on a besoin et qu'on peut rêver sur une petite voiture électrique assez compacte, même si on veut transporter du monde avec. Je pense que ça c'est un bon compromis, c'est pas non plus la toute petite citadine avec une faible autonomie qui ne permet pas de sortir des villes. Là on peut quand même aller assez loin, on a une batterie d'une grosse capacité, un 82 kWh, ce qui est assez intéressant. On peut voir qu'en plus elle est assez efficiente, on peut faire de bonnes autonomies, je pense que les 500 km sont réalisables sans trop de problèmes si on joue un petit peu le jeu de l'éco-conduite. Après, si on fait de l'autoroute, effectivement, ça va forcément baisser. On fera aux alentours de 300 km sur autoroute, ce qui reste plutôt correct, je trouve. Au niveau de la recharge, 27 minutes, c'est pas ce qui se fait de mieux non plus, mais en vrai, 27 minutes, ça fait une bonne pause tous les 300 km. Pourquoi pas? Il faut juste que le système se développe encore un petit peu plus partout en France pour avoir vraiment tout le monde en électrique. Pour moi, ça reste une bonne solution. C'est un gabarit compact, c'est plutôt joli, ça a une bonne tenue de route, c'est assez confortable. En fait, c'est le bon compromis. En propulsion, ça suffit largement. Si vous avez besoin de puissance, vous prenez la version 4 roues motrices qui est également aussi assez efficiente et qui, il me semble, hein, normalement, on roule surtout sur le moteur arrière et ensuite active les 4 roues motrices en cas de besoin. Et l'avantage de l'électrique, c'est que c'est très réactif et c'est un bon compromis. Alors, c'est certes toujours pas donné, les véhicules électriques. Après, là, on est sur une marque qui se veut quand même positionner dans le segment premium. Eh bien, on est bien à l'intérieur. Même si ce n'est pas le modèle le plus haut de gamme, le modèle d'aujourd'hui est proposé à 62 000 €. C'est pas forcément déconnant, je trouve. Et on a quand même une belle voiture. Et puis Volvo, ça reste Volvo. Bon.
n'hésitez pas, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner sur la chaîne. Et puis, on est déjà plus de 100 000, donc maintenant, l'objectif, c'est 1 million. Hein. Il n'y a pas beaucoup de chaînes en France qui font 1 million. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver un jour? J'aimerais bien, ce serait très très cool, imaginez-vous. Bon allez, à bientôt, ciao.